Bien, bonjour à tous, bienvenue pour, cette revue d'actualité de l'OCIR, qui redémarre avec la rentrée. Légèrement enrhumé, c'est normal, les enfants reprennent l'école et donc chopent toutes les saloperies qui passent. Cette, actualité va reprendre, fin juillet, août et début septembre, donc elle est particulièrement chargée, ce qui fait que je vais éluder un certain nombre de sujets. Si vous voulez en reparler, vous pouvez le dire dans le chat, puis on les évoquera après. Alors, concernant les failles, bulletin Microsoft, j'ai pas trop eu le temps de creuser. Globalement, j'ai retenu, ces 3 là qui sont assez rigolotes. La deuxième et la troisième, c'est juste parce que c'est, accès à des fichiers qui permettent une élévation de privilèges au sens exécution de code et la première vulnérabilité est assez, intéressante. C'est tout simplement où si, vous envoyez un mail dans lequel, en en-tête, vous mettez content type avec que des A, vous avez, un déni de service et potentiellement une exécution de code. Selon Microsoft, il y a pas d'exécution de code possible. Heu, j'ai vu des gens qui essaient d'en chercher, je n'ai pas suivi les travaux, mais potentiellement il peut y avoir un risque. De toute façon, je suis sûr que vous avez, mis à jour. Ça, c'est le suivi donc de la durée de support des différents systèmes de Microsoft, au poste de travail. Petite, information concernant Windows 10, 21 H1 qui ne sera plus supporté à la fin de cette année. Donc si vous avez encore des postes de travail avec cette version-là, pensez à prévoir, les mises à jour, parce que là, c'est vraiment les mises à jour majeures, avec les fameuses, mises à jour anniversary tous les 6 mois. Ensuite, le sujet des macros, donc ça c'est le gros sujet de cette année, puisqu'en fait, ça fait 20 ans que, les macros sont utilisés par les attaquants, enfin les cybercriminels et les attaquants pour, compromettre, des postes de travail, souvent à base de phishing. Microsoft cette année a décidé d'envisager, la désactivation des macros, donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle. En avril, la désactivation des macros, a été, effective, alors uniquement pour les fichiers venant, d'internet. Mais en juin, finalement, Microsoft est revenu en arrière. Alors, au début, c'était sans explication et en juillet, on a appris que c'était suite à des demandes de clients, donc j'imagine de gros clients et ça a été finalement, réactivé, cet été. Mais alors c'est activé par défaut, mais vous avez la possibilité de revenir en arrière par des groupes des stratégies de groupe, donc des GPO Microsoft. Le problème, c'est que là, je crois qu'il y a 3 paramètres différents pour gérer, les stratégies de sécurité des macros. Ça commence à devenir un peu compliqué. Hem, donc, vous en avez une partie qui sont cités dans ces articles. Mais bon, en tout cas, globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va quand même limiter très, très grandement les attaques, vis-à-vis, enfin des salariés des entreprises, basées sur du phishing. Alors vous allez me dire: «Super, c'est génial, les macros sont bloqués, on n'a plus de problème». Non, en fait, il y a beaucoup d'autres problèmes encore qui permettent d'aboutir à des exécutions de code depuis des fichiers, Office, par exemple, les DDE. Est-ce que vous avez bien désactivé les DDE sur, vos fichiers Office? Oui, non? Je vous recommande de lire cet article. Concernant les vulnérabilités, celle-là, je l'ai citée parce que c'est assez rigolo de trouver encore des vulnérabilités sur, glibc. Donc là, c'est une vulnérabilité qui est un peu compliquée, à exploiter, en fait, pour arriver à un résultat. En fait, si vous arrivez, à envoyer quelque chose à un syslog, qui a une taille qui fait plus de 1024 octets, alors une partie de la mémoire est écrite dans le fichier de log et si vous arrivez à avoir accès à ce fichier de log, vous pouvez avoir une partie de la mémoire. Bon, c'est pas trivial à exploiter, mais potentiellement, ça peut être intéressant et on peut trouver des choses, assez intéressantes, mais qui sera limitée quand même par les droits du syslog, le droit d'accès en mémoire. Ça aussi, c'est une vieille vulnérabilité assez rigolote. C'est Apache 2.4 est vulnérable à une vulnérabilité qui date d'il y a 20 ans. Alors, c'est Nicolas qui nous l'avait remonté, Nicolas Ruff qui nous avait remonté celle-là. En fait, cette vulnérabilité, elle était déjà documentée dans un livre qui date de 2006, mais a priori, elle a jamais été corrigée. Donc, je reprends une phrase de Nico qui disait: «Les jeunes ne lisent plus de livres» et apparemment, c'est vrai. Ça, c'est une étude assez intéressante, concernant un hébergeur et développeur d'API qui s'appelle, alors j'ai plus le nom en tête, qui s'appelle Postman, qui est assez connu. Et en fait, ils ont fait toute une étude sur la sécurité des API. Alors je vous fais très court, il y a beaucoup de problèmes de sécurité, c'est une catastrophe, il faut vraiment, vraiment régler les problèmes. Dans l'étude, vous avez la liste de tous les problèmes, évoqués. Je vous recommande, la lecture de l'étude. Autre sujet, ça aussi c'est intéressant, c'est une conférence qui a eu lieu à Black Hat qui parlait de la sécurité d'Electron. Electron, c'est une surcouche à Node.js qui permet en fait tout simplement de développer des applications clients lourds, mais en gros en JavaScript, enfin avec la syntaxe JavaScript avec basée sur Node.js.
Le truc, c'est que, il y a beaucoup de techniques qui permettent d'aboutir à une exécution de code. C'est-à-dire que, là, très récemment, il y a eu une exécution de code qui est sortie, je l'ai pas mis d'ailleurs dans Teams, où, vous pouvez tout simplement envoyer une image, je crois que c'est une GIF, à quelqu'un dans Teams et vous aboutissez à une exécution de code de l'autre côté. Donc en fait, c'est pratique parce que ça permet de développer des applications très rapidement. C'est pas exceptionnel en termes de performance, mais par contre, en termes de sécurité, c'est pas génial parce qu'il y a beaucoup de moyens d'aboutir à une exécution de code. Une des problématiques aussi, c'est que toutes ces applications, Discord, Teams, Slack et cetera, font que tout le monde est constamment connecté à internet et constamment joignable. Ça revient un peu à WhatsApp, Signal et cetera, dans le sens où un attaquant, s'il arrive à vous identifier, peut vous envoyer quelque chose et tenter de vous exploiter sans avoir forcément accès, à votre réseau interne. Donc là, il a accès directement à votre poste et ça peut être vraiment très, très gênant. D'autres vulnérabilités, alors Zoom sur macOS, il faut vraiment lire, il y a une présentation donc à la DEF CON qui a eu lieu, il faut vraiment lire l'article et les slides, c'est très rigolo, où en gros, il y a un certain nombre de vulnérabilités, dans Zoom, parce qu'en fait Zoom, comme beaucoup d'applications, bénéficie d'un service qui permet de mettre à jour automatiquement, service avec des privilèges élevés et un des trucs rigolos, par exemple, c'est que, pour vérifier qu'une mise à jour est légitime, le service vérifie la signature, ce qui paraît normal. Sauf qu'au lieu de vérifier réellement la signature, il utilise un outil en ligne de commande fourni avec macOS et ne fait que vérifier s'il y a Apple Root CA dans la sortie de l'outil. C'est-à-dire que si votre outil s'appelle, je sais pas, enfin si votre fausse mise à jour s'appelle quelque chose point, Apple Root CA, et ben, ça sera considéré comme valide. Enfin, s'il y a Apple Root CA dans le nom du fichier, ce sera considéré comme valide. Et après, il y a aussi pas mal de vulnérabilités et de cheminements qui sont décrits, qui sont assez intéressants. Et la finalité, c'est de pouvoir tout simplement, déployer une ancienne mise à jour de Zoom, vulnérable à, par exemple, des exécutions de code à distance et donc après de prendre le contrôle à distance en exploitant ces vulnérabilités. Zimbra aussi, qui est pas mal attaqué ces derniers mois, ces dernières années et on en a pas mal parlé, à l'OSIR et donc là, c'est une exécution de commande, pardon, à distance qui utilise 2 vulnérabilités. La première, c'est il était possible de contourner l'authentification avec, des paramètres magiques qui sont ceux que vous avez là. C'est-à-dire que vous mettez ces paramètres magiques dans une URL et bim, vous êtes authentifié et le 2e, c'est qu'il était possible de téléverser un zip et si vous exploitiez, alors je sais pas dire en français, un directory traversal avec ce zip, vous pouviez aller écrire un JSP, donc un fichier contenant du code, où vous vouliez. Et donc après, vous pouviez appeler le fichier, exécuter du code. Et ça a été exploité dans la nature. Ça a été d'ailleurs découvert, exploité dans la nature. C'est comme ça que la vulnérabilité a été identifiée. Ça, je peux m'attarder. VMware, d'un tas de vulnérabilités. Si vous avez des produits VMware qui sont impactés, mettez à jour. En particulier, VMware Workspace ONE Access, qui est la solution de gestion des identités VMware, qui est vulnérable à un contournement de l'identification, ce qui est un petit peu dommage. Donc mettez à jour. Je passe rapidement. Beaucoup de vulnérabilités sur les CPU, certaines assez récentes, d'autres pas tant que ça. Mais on avait oublié d'en parler à l'OSIR. Hem, la première touche en fait tout ce qui est, CPU AMD assez ancienne mais, assez impactante. La deuxième est plus embêtante parce qu'elle casse SGX et SGX c'est un système qui est, présent sur les CPU qui permet en gros son autre nom c'est Secure Enclave qui permet en fait d'avoir des calculs sécurisés. C'est-à-dire que personne ne peut avoir accès à ce qui se passe. C'est-à-dire que typiquement pour du cloud, c'est génial parce que on pouvait entre guillemets «assurer» le fait que les données qui vont être manipulées dans cette zone-là, bah, ne seront pas accessibles des autres processus, des autres cœurs du CPU et cetera. Bon, sauf que dans les faits, cette vulnérabilité, elle casse cette sécurité, elle permet d'accéder, à ces zones de mémoire, c'est un petit peu embêtant. Alors il y a des correctifs, le problème c'est que, comme souvent les correctifs qui touchent, les CPU ont des impacts sur les performances. 2 autres vulnérabilités, je vais pas m'étendre dessus, je passe très rapidement, qui permettent encore une fois d'accéder à de la mémoire à laquelle on ne devrait pas accéder. Alors sur un poste de travail, sur un serveur simple, c'est pas exceptionnel. Sur une infra mutualisée, sur du cloud, ça peut être très gênant parce que vous pouvez accéder aux machines virtuelles de vos comparses d'hébergement. Et là encore, les correctifs ont des impacts non négligeables sur les performances. Dernière, vulnérabilité ou technique, qui s'appelle Pacman, qui vise, macOS, et qui touche Pac, qui est entre guillemets «l'une des mesures de sécurité les plus avancées, qu'on trouve aujourd'hui sur macOS», qui revient à signer, toute une structure de données, contenant des pointeurs, de votre code et en fait là, la technique, ça vise à utiliser une espèce d'oracle en testant quasiment toutes les solutions, concernant la signature. D'après alors ça nécessite une première vulnérabilité pour avoir accès, en lecture-écriture à la mémoire, mais surtout,
d'après les auteurs, c'est pas tout à fait applicable à la vraie vie, mais potentiellement, peut-être que quelqu'un va réussir à l'exploiter, demain. C'est pas une vulnérabilité, en début de chaîne d'exploitation, c'est vraiment en tout bout de chaîne d'exploitation pour vraiment contourner PAC et élever ses privilèges après avoir exploité une première vulnérabilité, par exemple, d'exécution de code. Et bien sûr, il n'y a pas de correctif. On continue chez Apple. Beaucoup de vulnérabilités, sur, tout ce qui est macOS, iOS, et watchOS et cetera. Le fait est que certaines sont massivement exploitées dans la nature. Donc si vous n'avez pas mis à jour, vos équipements Apple, faites vraiment les mises à jour. Il y a en particulier des vulnérabilités sur les navigateurs, qui sont vraiment utilisés, exploités dans la nature. Ça je passe parce qu'on n'a pas mis à jour. Alors concernant les piratages, alors, le groupe Logbit a priori piraté l'entreprise Entrust, et donc l'a publié sur son site et s'est pris un délit de service distribué. Et a priori, ce serait par Entrust. Alors pourquoi a priori, ce serait par Entrust? Parce qu'en fait, quand vous regardez ce qui a été publié concernant les requêtes envoyées, vous avez marqué, delete entrust.com motherfuckers. Ça paraît être, un message clair. Alors n'importe qui peut avoir fait ça, mais en tout cas, Entrust l'a relativement mal pris de ce que j'ai cru comprendre. Et en réponse, Logbit en fait, a démultiplié ses infrastructures, pour résister à l'attaque et surtout, dès que vous vous connectiez sur les sites de Logbit, vous aviez, en en-tête directement les liens pour aller télécharger, le leak, Entrust. Dans les faits, il y a rien de bien méchant, c'est, je crois que c'est un peu du poste de travail, enfin des choses pas vraiment incroyables. Autre sujet, c'est le piratage de l'espace. Alors c'est le piratage d'un développeur de l'espace, c'est pas vraiment l'espace complètement qui a été piraté. Donc les attaquants ont réussi à accéder à du code source, voilà. Mais, vos mots de passe a priori, n'ont pas été, volés et vos mots de passe maîtres, non. Plex également a été piraté, donc je ne connaissais pas Plex, précédemment, mais là une base de données des utilisateurs, c'est une plateforme de streaming, qui a des données de 15 millions d'utilisateurs qui ont été, volées, voilà. Heu, Ça par contre le deuxième sujet est quand même beaucoup plus chaud, c'est, donc suite à des enquêtes, heu suite à des emprisonnements, il a été découvert qu'en fait des gens avaient été emprisonnés avec de fausses preuves, de faux documents, où en gros des attaquants avaient positionné sur leur poste des, faux documents, pour, prévoir de futurs attentats, des choses comme ça. Et a priori, l'outil, Pegasus aurait été précédemment d'ailleurs utilisé contre ces victimes. Donc l'opération, elle s'appelle Modified Elephant, et il est supposé que ce serait lié à la police indienne. En fait, il y a pas mal d'éléments. Vous avez par exemple le 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 numéro de téléphone utilisé par, l'opérateur. En fait, a priori, c'est le numéro de téléphone d'un policier qui est utilisé sur son compte, perso, WhatsApp et donc c'est comme ça avec sa photo personnelle, donc c'est comme ça que les gens sont remontés, à lui. Pardon, j'ai été un peu vite. Hem, Ensuite, France Connect a été désactivé. En fait, c'est une partie de France Connect pour, l'assurance maladie. C'est suite à de nombreuses, usurpations d'identité et attaques, le gouvernement a décidé de couper, l'utilisation de France Connect pour l'assurance maladie. Bon, je passe rapidement. Sarapun, c'est un malware as a service, sa nouvelle version est sortie avec quelques mises à jour, je passe également. Le premier sujet peut être intéressant, c'est qu'il y a pas mal de noms de domaines qui ont été déposés cette année, qui usurpaient les identités de nombreuses entreprises et marques, françaises. Donc il y a une personne qui, s'est amusée à les lister, à les publier. Donc vous avez sur son dernier tweet, un site web qu'il a monté où il met, tous les noms. Donc ça peut être intéressant si vous voulez rechercher, si vous n'avez pas accès typiquement à du certificat de transparency ou des choses comme ça. Et je le rappelle, le certificat de transparency est vraiment publiquement accessible, par tous. Le deuxième sujet, parce que Christophe l'a ajouté, je l'ai survolé, Cisco a été piraté, beaucoup de données ont été volées. Et a priori, les attaquants étaient tellement, présents dans le réseau que, certains utilisateurs, changeaient leur mot de passe et ils étaient déjà compromis, même juste après avoir, changé leur mot de passe, c'est-à-dire que les attaquants ont vraiment la main sur beaucoup de solutions internes, Cisco. Rançongiciel, alors malheureusement, un hôpital a pris un petit peu cher, cet été, donc c'est l'hôpital de Corbeil-Essonnes qui s'est fait pirater et totalement, bloqué. Les attaquants avaient demandé 10 millions d'euros. Alors les attaquants, je pense s'en foutent totalement de savoir que c'est un hôpital, et un hôpital français qui plus est, donc il n'a pas beaucoup de sous. Donc le GIGN est intervenu dans la négo pour essayer de faire baisser la rançon. Je ne crois pas que la rançon ait été payée, mais en tout cas, bon, c'est malheureux parce que
Ça pose vraiment beaucoup de problèmes sur les soins et sur, tous les malades qui sont à l'hôpital. Département Indre-et-Loire, je passe. Damar, je passe rapidement, mais le sujet est intéressant parce qu'en fait, ils ont été attaqués par un groupe d'attaquants qui s'appelle Hive, rien à voir avec The Hive, les éditeurs de enfin le CIEM, enfin le CIEM, le SOIR, français. Ce qui est intéressant, c'est que, ils ont fait plutôt une bonne, réponse à incident, et une bonne réaction. Ils ont eu coup de chance sur la coupure d'accès des attaquants, mais ensuite ont pu réussir à bloquer tous les accès sortants qui permettaient au malware, enfin la backdoor, je sais pas comment on l'appelle, de communiquer avec, le serveur de commande contrôle des attaquants et ont réussi à vraiment limiter la casse. Donc c'est plutôt une bonne chose pour eux. Ensuite, le premier sujet est intéressant parce qu'en fait, souvent, on demande, quels sont les principaux vecteurs d'attaque et les gens, parlent essentiellement du phishing. Mais en fait, le phishing aujourd'hui, c'est plus forcément le premier vecteur d'attaque. Il y a pas beaucoup de stats sur le sujet. Hem, il y a Furex Fox, alors je sais pas si son identité, il la donne, mais bon, qui a publié un petit commentaire sur le sujet et les seuls que j'ai trouvé qui donnent des vrais stats, c'est, Coveware, qui est, une espèce de cabinet de conseil, c'est américain ou anglais qui fait pas mal de stats sur le sujet et selon eux, 60 en gros des compromissions qu'ils voient, ont pour origine un actif exposé sur internet. Donc il y a un truc exposé sur internet, un site web, un VPN, du RDP, du mail, vraiment un actif exposé sur internet. Donc oui, c'est bien de vous prévenir des phishing, mais pensez aussi à vous, à cartographier et à sécuriser tout ce que vous exposez, sur internet. Le deuxième sujet le 2e sujet, pardon, est assez exceptionnel. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas au final, mais a priori, quelqu'un aurait trouvé dans sa boîte aux lettres, je crois que c'était à Montpellier, je suis pas sûr, un espèce de faux imprimé de la Poste, un avis de passage, avec un vrai QR code qui envoie vers une vraie URL de la Poste, mais qui exploite une vulnérabilité sur le site de la Poste qui serait un open redirect. Je l'avais testé sur le moment, pour moi l'open redirect ne marchait plus. Mais voilà, ça ce genre alors, je pense que cette attaque est quand même assez exceptionnelle, mais quand vous avez des open redirects sur vos sites web, faites quand même très attention parce que les gens ont plutôt tendance à se dire: «Oui, c'est juste, sur mon site web, bah, si j'utilise telle URL et après je mets un site, hop, ça me redirige, vers le site en utilisant mon identité. Bon, c'est pas très grave». Dans les faits, comme tout est web aujourd'hui, ça peut être vraiment très, très gênant. Ça aussi été un gros sujet de l'été, une attaque contre Signal, enfin Signal indirect contre Signal. Twilio, qui est une entreprise qui, en gros, permet de tout simplement enfin, pour faire simple, d'envoyer des SMS, mais pas que, a été piratée. Donc a priori, le 1er accès, ça a été un phishing. Des attaquants auraient eu accès à la console du support et auraient tout simplement, remplacé le numéro de téléphone d'un certain nombre de cibles. Ils ont visé 1 900 utilisateurs de Signal et ont tout simplement, enrôlé d'autres terminaux mobiles à la place des leurs, pour essayer de récupérer, des choses. Alors l'intérêt de messageries comme Signal, c'est que si vous enrôlez un nouveau terminal, vous n'avez pas normalement le passé, vous n'avez que les nouveaux messages, ce qui est plutôt, rassurant. Heu, Twilio et Signal ont réagi assez vite et d'ailleurs sur Signal, je crois que c'est le cas également sur WhatsApp, vous avez la possibilité de verrouiller l'enrôlement, avec un code PIN. C'est-à-dire que pour enrôler un nouveau terminal, il faut en plus saisir, un code PIN. Et alors, cette affaire a eu pas mal de suites parce que, en creusant, on s'est rendu compte que, finalement, Signal n'était pas la seule entreprise visée. Au total, il y a eu 130 entités qui ont été ciblées, essentiellement des entreprises américaines, heu et beaucoup qui utilisaient Okta pour l'authentification. Il y avait pas mal d'opérateurs et il y a eu plus de 10 000 comptes qui ont été, compromis. Donc il y a sur certains articles, vous avez toute une enquête qui aboutit sur des chats Telegram où les attaquants s'envoyaient les données, collectées et après qui rebondissaient, grâce à un des utilisateurs présents sur le chat de Telegram à d'autres attaques. Ensuite, ah oui, ça c'était aussi pas mal, c'est, une attaque qui consistait à contourner l'authentification forte sur Office 365. Alors dans les faits, c'est pas une authentification des mécanismes d'authentification forte, mais vraiment, c'est juste que, des opérations de phishing ont été utilisées enfin des phishing ont été utilisés pour envoyer des faux liens vers des faux sites qui mimaient Office 365 et donc quand l'utilisateur arrivait sur le site, bah, tout simplement, il saisissait son login, son mot de passe, qui était récupéré par l'attaquant, joué sur Office 365 et ensuite il saisissait son OTP par exemple, ou il recevait une notification, il validait et bah, oui, comme c'est l'attaquant qui faisait un man in the middle, mais vraiment actif, bah, il avait ensuite accès, au compte Office 365 de l'utilisateur. Donc
À la base, c'était vraiment du phishing. Sachant que des solutions de sécurité comme du FIDO, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs avec, Apple, permettent de se prémunir de ce genre d'attaque. Le deuxième sujet, c'est, Christine Lagarde, en fait, qui a été contactée pour, avec une personne qui a usurpé l'identité d'Angela Merkel pour essayer de lui faire créer un compte sur, une messagerie. Enfin, je n'ai pas très bien compris, mais bon, globalement, voilà, ça a pas donné il y a pas de détails. Alors ils disent que l'enquête est en cours, il y a peu de détails, mais bon, voilà, c'est pas grand-chose au final. Alors ça, c'est juste, je rentre pas dans les détails, mais les chaînes d'attaque, en tout cas par phishing, ça devient vraiment très compliqué. Là, je vous ai mis, quelques exemples, des chaînes qu'on peut voir exploiter dans la nature. C'est à chaque fois, c'est, un lien, puis, un LN enfin un zip qui contient une ISO, qui contient un lien, qui contient PowerShell. Enfin, ça devient de plus en plus, compliqué tout ça pour, essayer de contourner toutes les mesures de sécurité en place. Ce qui veut dire que malgré tout ce qu'on peut en dire, les mesures de sécurité en place ont réellement des effets, en tout cas complexifient vraiment le travail des attaquants. Ça, c'est alors 2 sujets concernant, les algos de chiffrement post-quantique. Je vais passer par le deuxième, qui parle de différents algos et des améliorations sur les attaques. Et le premier, qui concerne une attaque effective qui permet avec un ordinateur normal de casser assez rapidement des algos, enfin un algo, post-quantique. Alors, certains peuvent considérer que c'est vraiment un fail très important. Dans les faits, finalement, c'est normal, ça fait partie du processus de sélection du NIST. C'est pour ça qu'aujourd'hui, rien n'est encore validé, c'est que les travaux sont encore en cours, et il y a une présélection faite par le NIST, mais rien n'est vraiment validé encore. Et le dernier point, c'est, des attaques sur les voitures Tesla. Donc la première, c'est, celle qui a réalisé Synactive pour le Pwn to Own d'il y a quelques semaines, mois. Donc c'est assez intéressant parce qu'ils arrivaient à prendre le contrôle partiel du véhicule à distance. Et la deuxième, c'était un modèle Y où, là, il était possible d'ouvrir et de démarrer la voiture, à distance. Alors, fuite de données, ça a été très, très, très chaud cet été. Fuite de données alors je sais pas si sur tous les clients, mais en tout cas une grande partie des clients de Orange Cyberdéfense, en tout cas tous les clients qui ont un microSOC. Donc il y a un fichier, texte qui a été, publié sur, des forums, je crois que c'est breach point je sais plus d'ailleurs. Heu, enfin un des sites qui a remplacé, tous les sites qui sont tombés, dans les mois enfin qui ont été, saisis, les mois précédents. Bon, vous avez, le problème, c'est que vous avez des dons de contact, les mails, les numéros de téléphone et cetera. Par contre, le leak est un peu dégueulasse. Je ne sais pas si ce sont les commerciaux, Orange qui ont, saisi les données, mais c'est assez sale quand même. Enfin, ensuite, fuite de données des utilisateurs de TikTok. Donc il y a une base de données de 55 gigas qui est sortie avec, je ne sais pas s'il y a tous les utilisateurs TikTok, mais en tout cas, il y en a vraiment beaucoup et je vous ai mis un extrait des différentes tables, bien sûr, tout ceci est fictif, hein, je n'ai bien sûr jamais téléchargé, tous ces leaks, moi-même, hein. Je parle sous contrôle de mon avocat. Je sais pas s'il est là d'ailleurs. Autre fuite de données, Altis a priori a été compromis. Il y a pas mal de choses qui sont sorties, dont, tous les utilisateurs, heu et j'ai vu passer un message tout à l'heure sur Altis, pas mal de documents concernant, Patrick Drahi, et les communications qui ont été faites. Et le dernier, c'est la suite de la Poste mobile où, tous les clients, La Poste, La Poste mobile avait été piratée et la liste de tous les clients était sortie. A priori, une rançon avait été, demandée par les cybercriminels. La Poste n'a pas payé, donc il y a eu une publication. Aussi Airtel, alors je suppose que c'est un opérateur que je ne connaissais pas. Pareil, vol de la base de données, et ensuite une publication et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, énormément, quasiment presque la moitié des utilisateurs de Airtel, a priori, avaient comme mot de passe airtel@123. Alors je ne sais pas si ce sont les gens qui ont eu tous la même idée ou si c'est le mot de passe par défaut qui est fourni par Airtel et que les gens n'ont pas changé. Et le deuxième point, c'est, Deloitte, encore piraté et encore une fuite de données concernant, Deloitte. Ah là, c'est Deloitte au Mexique. Et bon, je passe rapidement. Vol de données, chez Twitter, également. Ça, je passe rapidement. Le cloud, encore en panne. De nombreuses pannes cet été, avec en particulier du fait des grandes chaleurs en Angleterre, des pannes chez Google. En termes de publications, 2 publications intéressantes. La première, c'est une doc de la NSA concernant la sécurisation de sa chaîne de développement et de ses tiers, enfin sa supply chain, sa chaîne d'approvisionnement, pardon. C'est suite à toutes les attaques, qu'il y a eu, comme les attaques SolarWinds, qui visaient à compromettre, un logiciel pour ensuite attaquer les clients.
Le doc est pas mal, pour avoir fait pas mal de PSSI, de doc de gouvernance et de standards opérationnels de sécurité. Je l'ai trouvé un peu bizarre parce qu'il y a des aspects parfois un peu gouvernance et des fois un peu opérationnels. J'ai trouvé ça un peu bizarre rassemblé dans un seul document, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Et l'autre publication, c'est concernant la CNIL, sur, le fait d'être majeur ou pas. Donc, je crois que le sujet avait été abordé rapidement, à la dernière réunion de l'OSIR, mais en gros, le gouvernement français a demandé à ce que les sites, en particulier de paris en ligne, pornographiques, etc., valident réellement l'âge des gens qui accèdent à ces sites pour être sûr que ceux qui jouent à des jeux d'argent ou qui vont sur les sites porno sont bien majeurs. Sauf que c'est compliqué de vérifier l'identité de quelqu'un, et la CNIL a émis un certain nombre de recommandations, de ne pas collecter les pièces d'identité parce que c'est un petit peu tendu après de collecter les pièces d'identité qui sont des documents un peu sensibles. Après les techniques qui sont un peu débiles, c'est regarder, l'historique de navigation du navigateur. Je ne vois pas comment quelqu'un a pu se dire: «Je vais vérifier l'historique d'une navigation pour voir si c'est un adulte ou pas», mais bon. Et éviter aussi les traitements de données biométriques parce que ça aussi, ça peut poser des problèmes de données personnelles. Moi, personnellement, une des recommandations de la CNIL que je trouve la meilleure, c'est tout simplement de passer par un tiers type Puralist pour aller, chez le Puralist, demander une validation de son identité, avec le Puralist qui valide la pièce d'identité et ensuite de bénéficier d'une espèce de petit ticket avec un code qui, prouve qu'on est bien, majeur. Heu, j'ai quelle remarque? S'il y a déjà un site porno dans l'historique, l'utilisateur est forcément majeur, sans doute. Oui, sauf s'il a été sur un site porno qui ne vérifie pas l'identité. Hem, Ça, c'est un rapport qui a été publié par IBM sur le coût d'une violation de données, donc une fuite de données, un piratage et une fuite de données. Globalement, c'est quand même très, très compliqué d'estimer le coût d'une fuite de données parce que ça peut être de rien à: «Je mets la clé sous la porte». Il y a une des conclusions qui, en gros, faut faire de l'IA et de l'automatisation à la cybersécurité. Oui, à voir. L'IA, surtout, à voir. Je ne suis pas convaincu. Et oui, ce que tout le monde sait, c'est que payer ne garantit pas effectivement payer la rançon ne garantit pas de récupérer, ses données. Côté défense, alors ça, c'est pas vraiment un outil, mais des cybercriminels ont, laissé un de leurs sites, ouvert, donc en fait, un peu tout le monde a commencé à télécharger le contenu. Je vous ai mis rapidement sur un Pastebin, je sais pas s'il est encore actif, mais toutes les adresses IP qui étaient présentes dans le site de ces cybercriminels, donc ça peut être intéressant pour vous de regarder si vos IP sont dedans ou pas. Alors je sais pas si c'est défense ou pas, mais en tout cas, quand on utilise, des outils de défense, parfois on utilise Awk, quand même un outil, assez ancien et un de ses auteurs, à l'origine, heu, a ajouté le support de Unicode dans Awk cet été, qui a 80 ans et malgré cet âge, il a ajouté le support de Unicode, dans le code source de Awk et d'ailleurs pour la petite histoire, c'est le cas de Awk, c'est le cas de son nom de famille. Donc très, très impressionnant, monsieur à 80 ans, je salue la mise à jour. Ah oui, j'en parlais tout à l'heure. Nouveauté concernant iOS, iOS 16 apporte pas mal de nouveautés en termes de sécurité. Déjà, il y a une, amélioration des mises à jour de sécurité qui, fait que certaines mises à jour de sécurité sont plus petites et vraiment automatisées. C'est-à-dire que moi, j'ai pas mal de collègues qui ont des iOS où on vérifie régulièrement les mises à jour de sécurité et parfois, malgré le fait qu'elles soient activées, elles sont pas mises à jour automatiquement. Donc là, vraiment, peuvent être mises à jour totalement automatiquement. Il y a un truc qui est intéressant, qui est pas vraiment de la sécurité au sens, cybersécurité, c'est plus, pour les gens qui ont peuvent avoir des vrais problèmes avec ce qu'il y a sur leur téléphone, c'est, un bouton panique où en fait ça peut vous déconnecter de toutes les applications, sites, réseaux sociaux et cetera, voire complètement effacer le téléphone. Alors ça peut être aussi malheureusement utilisé par des cybercriminels, des terroristes et cetera, s'ils sont chopés par, les forces de l'ordre. Mais bon, c'est déjà pas mal. En tout cas, supposons des femmes qui ont, des conjoints un peu violents, voilà et qui veulent regarder le contenu du téléphone, je sais pas pour quelle raison, enfin ça peut être intéressant pour aider à se protéger et l'autre, c'est, Passkey qui est une espèce de fido, à la sauce Apple. J'ai pas creusé encore complètement. Ça a l'air intéressant, mais par contre, c'est version Apple. C'est-à-dire qu'il faut avoir un iPhone. Mais l'intérêt, c'est que là, on n'a pas peut-être pas besoin de se trimballer avec une clé USB dans laquelle seraient faites toutes les opérations cryptographiques. C'est encore une fois le terminal, le téléphone qui servirait, d'objet, de second facteur d'authentification et qui serait vraiment au cœur de la sécurité. Ça, c'est un peu rigolo, c'est, l'Estonie qui a reçu un stress test venant a priori de la Russie. Hem, donc l'ancien DSI, du gouvernement estonien a fait la blague en disant, en gros, voilà: «Si vous voulez tester votre cyber résilience, c'est facile,
vous démontez une vieille statue, soviétique et bah, vous avez un stress test de toutes vos infrastructures, envoyées par la Russie. Hem, Côté business et politique, alors, Darktrace, donc qui est un éditeur de IPS, donc sonde de détection d'intrusion, qui vient d'être acheté par, Thoma Bravo. Alors je connaissais pas bien ce fonds, mais qui pose pour 4 milliards, ce qui est pas mal. Heu, je connaissais pas bien ce fonds qui possède en fait plein d'entreprises comme Ping Identity, Proofpoint, Imperva, des choses comme ça. C'est, assez impressionnant la quantité de solutions de sécurité que ce fonds possède. Autre entreprise qui a été rachetée, c'est Secret, qui a été racheté par Datadog. C'est une entreprise qui fait une solution de sécurité qui permet en gros de superviser les API, grâce à eBPF. Je vais pas détailler eBPF, j'ai déjà suffisamment craché dessus, lors des dernières réunions de l'OSIR, mais je n'aime pas du tout cette solution qui est utilisée pour tout, alors qu'à la base, c'est fait pour faire du filtrage réseau. Hem, Encore Avisa Partners, qui est un peu dans la sauce, en ce moment. Beaucoup d'articles qui sortent sur leurs pratiques, assez discutables. Et il y a Wikipédia en particulier qui a décidé de bannir tous les comptes qui sont associés, bah, à la société Avisa. Et pour rappel, Avisa possède CVS qui organise, le FIC. Hem, mais le dernier point, c'est une annonce qui a été faite, alors je sais plus si c'est Wagner directement, mais de recrutement de forces, cyber, pour, bah, l'entreprise Wagner. Heu, Ce que des gens disent, c'est plutôt d'essayer de recruter des cybercriminels pour essayer de mieux cadrer, leurs cibles. Bah, pour aider le gouvernement russe dans certaines opérations. Ensuite, NSO Group, eux aussi, pas mal de publications, les concernant. On en parlait tout à l'heure, le je crois qu'on en parlait tout à l'heure. Le Pegasus avait été non, c'était en juillet. Pegasus avait été utilisé, par, la police thaïlandaise et en fait, il y a eu une fuite de données avec, certains documents, mmh, fournis à la police thaïlandaise, dont, bah, vous avez là, par exemple, un schéma d'architecture qui a été fourni à la police thaïlandaise qui décrivait en fait l'infrastructure, de NSO. C'est plutôt, intéressant à regarder. Alors ça, c'est plutôt côté France. Intelexa, on en a déjà parlé il y a un moment. C'est une entreprise française qui est la fusion enfin française, franco-israélienne, qui est la fusion de Nexa et de Whisper, qui est une entreprise israélienne. Et nous en avions parlé parce que oui, les dirigeants étaient poursuivis, pour, complicité d'actes de torture et de disparition forcée, un peu tordu. Et en fait, des documents ont été publiés sur, le site XSS.is, qui est un site d'échange cybercriminel, suite à la compromission, je pense, d'un client espagnol, d'Intellexa. Et donc vous avez pas mal de documents et en particulier, cette espèce de proposition commerciale, heu, de fourniture de services d'Intellexa, qui revient un peu à ce que fait, NSO avec Pegasus. Donc là, c'est la plateforme Nova, qui permet tout simplement bah, d'aller compromettre à distance, des terminaux, mobiles et d'en prendre le contrôle, puis de récupérer le contenu et cetera. Et donc là, pour 8 millions d'euros, vous avez le droit de compromettre 10 cibles en parallèle et de ce que je comprends aussi, là, ce sont des vulnérabilités one click. C'est-à-dire qu'autant avec, NSO Group, vous avez des vulnérabilités 0 clic où en gros, vous mettez le numéro de téléphone de la cible, vous cliquez, c'est compromis. Là, a priori, il faut leur envoyer soit un SMS, soit un message avec un lien, quelque chose comme ça pour pouvoir les compromettre, mais ça nécessite une interaction de l'utilisateur. Alors la proposition commerciale datant d'un certain temps, donc peut-être que Intelexa s'est amélioré depuis. En tout cas, enfin, je sais pas ce que ça donnera, surtout que les dirigeants sont en justice, en ce moment, sur des affaires un peu chaudes liées, à des écoutes, en Égypte. Ensuite, oui, Google, plainte à la CNIL, du fait des spams que pouvaient avoir les utilisateurs, dans Gmail. Quand vous êtes utilisateur Gmail, vous avez pas mal de spam, et a priori, c'est contraire à l'e-privacy puisqu'en fait, il y a de la publicité qui vous est envoyée sans votre consentement, et donc c'est une association, je crois qu'elle est allemande, je suis pas sûr qu'elle est allemande, oui, qui avait, porté plainte contre Google et qui a gagné. Et le second point, c'est, Fog Data Science. En fait, c'est une entreprise qui, a acheté un espèce de broker, qui a acheté massivement des données de géolocalisation venant d'applications mobiles. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez des applications mobiles, genre, je sais pas, une application de presse qui vous demande votre géolocalisation, c'est déjà un peu bizarre et si vous acceptez, en fait, les données sont ensuite revendues par, l'organe de presse ou enfin toute application, des jeux, des choses comme ça.
Et il y a des brokers qui centralisent tout ça et qui ensuite permettent, qui revendent la géolocalisation et le pistage d'individus à travers le temps, des forces de l'ordre, mais pas que. C'est-à-dire qu'ils vendent aussi, à des entreprises, à des privés, à qui veut bien payer. Donc, évitez d'activer, d'autoriser n'importe quelle application, à récupérer votre géolocalisation, n'activez, ne donnez les droits que strictement minimum, aux applications que vous utilisez. Cloud Act, pardon. Alors ça fait 2 lignes, mais pourtant c'est très, très gros. En gros, c'est très simple. Vous avez du matériel ou du logiciel américain, vous êtes éligible à Cloud Act, ce qui veut dire que le gouvernement américain pourra aller récupérer les données qu'il veut, dans ce que vous avez. Donc vous avez du cloud américain, c'est fini. Vous avez du Windows, c'est fini. Donc, voilà. Et ça me permet d'enchaîner sur le deuxième point. C'est un échange qui a eu lieu aux universités d'été d'Exatrust, où une personne, j'ai oublié son nom, monsieur Benamou, je crois, avait pas mal échangé avec des ex, cadres haut placés dans certains, GAFAM et en fait, régulièrement, les entreprises américaines sont soumises aux lois FISA à la loi, pardon, FISA, et donc le gouvernement américain récupère les données de clients, d'entreprises et en fait, personne n'en parle et personne ne s'y oppose parce qu'en fait, si vous vous y opposez, c'est 10 ans de tôle, donc je pense que personne ne s'y opposera, jamais. Enfin, en tout cas, sur le sol américain. Et surtout, là où je voulais en venir, c'est que ce n'est pas un mythe. C'est-à-dire que régulièrement, les gens disent: «Ah oui, mais c'est une légende, jamais ils le feront». Mais en fait, le truc, c'est que personne n'est au courant. Donc, ils le font, bien sûr, ils le font. Ils le font, pour de l'espionnage industriel, ils le font pour plein de raisons, enfin, c'est donc, si vous avez des données vraiment sensibles avec des concurrents américains ou australiens ou autres, évitez d'utiliser des solutions américaines pour héberger ces données. Ou alors, surchiffrer, mais bon. Ça, alors je l'ai appelé l'ascenseur émotionnel, mais c'est un peu ça. Je passe très rapidement sur le début, mais lorsqu'il y a eu NotPetya, il y a eu beaucoup de attaques, russes contre l'Ukraine avec beaucoup d'effets de bord sur les entreprises européennes. Il y a en particulier Merck, qui est un pharmaceutique allemand qui a été touché. Merck a demandé à ses assurances de les rembourser et en fait, il y a, une de ces assurances plusieurs assurances qui ont refusé, pardon, qui ont estimé que c'était un acte de guerre et donc le contrat d'assurance ne s'appliquait pas. Alors le montant, il était important, je crois que c'était 1,4 million d'euros, donc c'est pas négligeable. Donc il y a eu un procès, et je fais une petite pause dans cette histoire. Entre-temps, en début d'année, l'AMRAE, qui est, une espèce de, association des assurances, ou forum des assurances, je ne sais plus, salon des assurances, il avait été annoncé que potentiellement l'assurance cyber pourrait disparaître parce qu'en fait, l'idée d'une assurance, c'est beaucoup payent pour, un incident, enfin un risque qui est très rare et donc en fait, on paye tous pour une ou 2 personnes à qui ça arrive. Mais le problème, c'est que l'incident cyber, ça arrive quasiment à tout le monde, donc en fait, c'est pas tout à fait rentable. Hem, il y a également Generali qui a annoncé en début d'année se retirer du marché de la, cybersécurité, en tout cas de ne pas payer les rançons. Ah mais non, je l'ai pas mis, j'aurais dû le mettre. Donc je reviens sur l'histoire de NotPetya, et cet été, donc le procès de Merck contre ces assureurs a été gagné par Merck et donc ces assureurs doivent effectivement bien les rembourser parce que les, le juge a estimé que c'était un abus, d'interprétation du contrat et que le contrat s'appliquait bien et que c'était pas du tout un acte de guerre, parce que ce qui était marqué dans le contrat, que c'était un acte de guerre au sens guerre physique. Et donc là, cet été, il y a la Lloyd, qui est un truc un peu unique au monde, c'est qu'en Angleterre, tous les assureurs en fait sont rassemblés au sein d'une espèce de syndicat association qui est à la fois une place de marché, mais aussi un syndicat. Et donc la Lloyd, publie des espèces de bulletins mensuels et au sein de ce bulletin, ce qu'a dit la Lloyd, c'est: «Tous les membres de la Lloyd, ne rembourseront pas les victimes d'attaques étatiques». Heu, alors la question c'est: «OK, très bien, mais qui va attribuer? Qui va dire que c'est une attaque étatique ou pas?» Alors je vous ai mis à côté les fameux dés de l'attribution que vous devez jeter à chaque attribution pour savoir, d'où vient l'attaque. Parce que l'attribution, ça reste quand même compliqué, même si on peut avoir pas mal de certitudes techniques, ça reste quand même compliqué et puis surtout un choix politique. Et le dernier point, c'est, nous en France, Bercy a décidé que finalement, il fallait autoriser le remboursement, l'indemnisation, des rançons. Je sais pas si c'est une bonne idée. Leur justification, c'est de dire que, déjà, ça va développer le business de l'assurance cyber. Oh, je suis pas sûr. Ça va faciliter les investigations parce que c'est conditionné au fait de porter plainte. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et par contre, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a peu de risques que, en fait, les cybercriminels finalement en profitent parce que, en Europe, globalement, il n'y a pas d'interdiction de rembourser les rançons. Donc, il n'y a pas eu d'effet, plus que ça concernant les attaques.
j'ai émis un très, très, très gros doute là-dessus. Je trouve que c'est quand même faire preuve de naïveté parce que si, il est annoncé publiquement que tous les assureurs remboursent les rançons, bah, forcément les cybercriminels vont en profiter, ils vont attaquer d'autant plus. Je vous ai mis le document pour vous faire gagner du temps, je vous ai mis les pages auxquelles vous avez, toutes ces informations. Et alors j'ai bien aimé la réaction de Poupart, sur, LinkedIn. Je je suis, 100 d'accord avec lui. Ils sont fous à Bercy. Oui, effectivement, oui, je pense que le je ne comprends pas cette publication de Bercy. Heu, ensuite, bon, je passe, des amendes de la CNIL, vous aurez les slides. Criteo est menacé d'une amende de 100 millions d'euros par la CNIL, ça c'est quand même assez chaud. Il y a d'autres plaintes qui ont été, émises. Volt7, pour rappel, c'est un des agents de la CIA qui était à moitié un fou, pédophile, caractériel. Je me demande comment il a pu être embauché, qui avait fini par sortir, toutes les données de leur espèce de wiki interne. Il a été reconnu coupable, donc il risque quand même 80 années de prison. Et il est également, jugé pour, possession d'images et vidéos, pédopornographiques. Donc, bravo à la CIA pour vos embauches. Ensuite, oui, ça c'est la multiplication des incidents de sécurité concernant les hôpitaux, enfin en tout cas le secteur de la santé. Ça devient vraiment, vraiment très grave, et malheureusement les hôpitaux sont un peu le parent pauvre de la cybersécurité parce que malheureusement, ils manquent déjà de budget pour, leur métier, donc la cybersécurité, bah, ça passe, malheureusement au second plan. L'État a débloqué, je sais plus, je crois 20 millions d'euros. Je suis pas sûr que ça suffise. Ensuite, conférence passée, je passe rapidement, Troopers, très offensif, oui, Black Hat, Defcon, Barbac. Conférence à venir, Hexacon et les assises, prochainement. Et Defcon Paris, alors c'est une mini conférence un lundi soir, je crois. Hem, Nicolas Ruff a repris, l'organisation de Defcon Paris. Et donc, il y aura un espèce d'after work présentation le 29. Et si vous étiez à Defcon à Las Vegas, enfin à Black Hat et à Las Vegas, ben, en août, je pense que vous avez vu ça. Donc des pluies torrentielles, des inondations de partout. Ensuite, alors c'est divers et troll, hein, il y a un peu les 2. Bon, ça c'est totalement troll, c'est, une étude d'une université au Danemark qui, tout simplement conclut qu'en fait les trolls sont juste des gros cons. C'est que les vrais gros trolls, c'est pas les trolls ceux qui rigolent, hein, les vrais trolls méchants sont vraiment des gros cons. De leur étude, en fait les gens finalement normaux sont pas plus agressifs que ça sur internet, un peu plus mais pas tant que ça, et par contre c'est juste que les gros cons sont plus visibles. Alors ça, le premier sujet est très, très drôle, c'est, un site web qui vous permet en fait de, générer, vos, secrets pour, tout ce qui est authentification forte, donc c'est génial. Générer vos secrets chez un tiers pour l'authentification forte, c'est bravo, ne le faites surtout pas. Le deuxième est très drôle, c'est sorti durant la Black Hat ou la DEF CON, je sais plus si je l'ai mis, où en gros donc, un chercheur a fait, un audit de sa voiture Hyundai. Et il a analysé le firmware, entre pas mal de choses, et surtout, il s'est rendu compte que le firmware de sa Hyundai était signé avec une clé qui est un exemple fourni par le NIST. C'est-à-dire qu'en fait, le NIST fournit des bonnes pratiques, concernant la cryptographie, symétrique et asymétrique. Et en fait, si vous voulez faire des tests, le NIST fournit des exemples de clés, qui sont publics. Et donc là, en fait, les clés utilisées, les clés utilisées pour chiffrer les firmwares de Hyundai, ce sont les exemples fournis par le NIST. Donc il faut surtout pas faire, en fait, ce sont des exemples. Voilà, magnifique, Hyundai. Et après, je vous laisse lire, de ses articles. C'est assez intéressant ce qu'il a utilisé pour reverser, enfin pour déchiffrer le firmware et arriver à en récupérer le contenu des vulnérabilités. Ah oui, ça c'est pas mal, c'est, Google Tag, qui est donc une équipe de réponse à incidents, chez Google, qui s'occupe pas mal d'attaques étatiques, a été nommé au Pony Awards parce qu'en gros, ils ont, fait tomber, une opération, antiterroriste, sans prévenir personne, qui a été considérée comme une attaque, étatique. Donc ils ont fait tomber l'infrastructure, et cetera. Ça, alors c'est assez connu, c'est revenu au goût du jour il y a quelques jours. Il y a une CVE qui a été publiée.
Mais je pense que si vous avez travaillé dans les data centers, vous savez que les disques durs à plateau sont assez sensibles au bruit et aux vibrations. C'est-à-dire que, bah, déjà, en général, vous évitez de taper au marteau sur une baie qui contient des disques. Et tous ceux qui ont eu des alarmes qui ont sonné dans les data centers, souvent ont connu des incidents suite à ces alarmes, parce que parfois les fréquences font vibrer et résonner les disques qui claquent. Et donc là, c'est sur le même sujet, c'est exactement la même chose. Et en fait, la blague, c'est que si vous criez à côté d'une bête disque, vous faites sauter les disques. Voilà. Ensuite, le premier sujet est assez intéressant, c'est les chercheurs de, alors pourquoi j'ai mis le lien 2 fois? Je ne sais pas. Ah si, parce qu'en fait, j'avais peur qu'il tombe. Ce sont des chercheurs de Symantec qui ont analysé plein d'applications, mobiles pour rechercher plein de choses dedans, et en particulier, ils ont trouvé que beaucoup d'applications avaient des, jetons d'API AWS, qui vous permettent potentiellement d'accéder à l'AWS des entreprises et potentiellement prendre le contrôle, de plein de jetons d'API dans les applications. Alors, pour remettre ça un peu en perspective, il y a quand même 53 des applications qui ont le même jeton. C'est-à-dire qu'en gros, c'est-à-dire que sur les 1 800, il y en a 900, c'est juste une librairie qui contient, enfin qui est mal développée parce qu'elle contient les jetons d'API, et qui est réutilisée par plein d'applications. Ça remet un peu en perspective. 2e sujet, c'est, Patreon, je pense que vous connaissez tous ce site, a viré toute son équipe sécurité. Donc ça veut dire qu'ils n'ont plus de problème de sécurité, qu'ils ont corrigé toutes leurs vulnérabilités. Bravo à eux. Je leur souhaite, bonne continuation chez Patreon. Alors ça aussi, bon, bien comme vous le savez tous, il y a pas de virus sur macOS, il y a pas de virus, pas de malware. Mais en fait, peut-être parce que, Apple, vient d'inclure, un antivirus dans macOS. Donc si ça se trouve, franchement, j'y crois pas, hein, mais si ça se trouve, il y a peut-être des virus ou des malwares sur macOS. Alors ça, c'est une page spéciale Facebook. Donc le premier sujet, c'est, je pense que vous l'avez vu un peu partout, des ingénieurs alors je sais plus à quelle occasion, mais des ingénieurs de chez Facebook ont été reçus, je sais plus, devant un sénateur américain, je crois. Et en particulier, ils ont dit, voilà, en gros, il y en a un qui a dit: «Je serais surpris s'il y a une seule personne, chez Facebook qui puisse, savoir où sont vraiment exactement les données de tous les utilisateurs». Donc là, tout le monde a commencé à rigoler, en disant: «Oh là là, chez Facebook, personne ne sait où sont les données de tous les utilisateurs, et cetera». En fait, non, c'est pas ça. C'est, dans les faits, Facebook, c'est une infra avec des centaines de milliers de serveurs, d'applications, de bases de données, et cetera. Donc non, effectivement, il n'y a pas un seul humain chez Facebook qui connaisse tout. Il y a des équipes, qui connaissent, leur sujet, mais effectivement, à un tel niveau de complexité, aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait une seule personne qui connaisse tout. La même chose, c'est Google. Je pense que chez toute entreprise de cette taille-là, il n'y a pas une seule personne qui connaît tout. Le 2e sujet, par contre, est très rigolo, enfin, on rigole, mais c'est que Facebook a viré son équipe, Responsible Innovation, qui permet de faire de l'innovation, responsable, avec le respect, des données personnelles. Et par contre, ils disent: «OK, on a viré l'équipe, qui s'occupe de ça, mais par contre, l'éthique, elle perdurera chez nous». Bah oui, oui, bien sûr, j'y crois totalement. Et dernier sujet, c'est pour tous ceux qui font de l'OSINT. Heu, Avant, Facebook utilisait des identifiants des utilisateurs qui étaient, statiques, c'est-à-dire que, ils ne changeaient pas, et vous aviez l'identifiant d'un utilisateur, vous pouviez toujours revenir sur, le Facebook de l'utilisateur. Et là, en fait, Facebook va utiliser des identifiants dynamiques, liés à la date. Et donc en théorie, il ne sera plus possible de conserver un identifiant d'un utilisateur et de retomber toujours sur son Facebook. Donc si vous aviez plein d'outils d'OSINT qui faisaient ça, vous pouvez tous les ranger. Ça concerne aussi un peu Facebook, c'est que, toutes ces applications Facebook, Instagram et surtout TikTok, en fait, quand, vous avez des liens web, vous cliquez sur un lien et vous avez un navigateur qui s'appelle In-App, donc qui est dans l'application, qui se charge de naviguer, sur le site pour aller, vous afficher la page. Sauf que dans les faits, la plupart de ces applications ne font pas que vous permettre de naviguer sur le site. En général, elles injectent du JavaScript, elles modifient le contenu, elles récupèrent tout ce que vous allez y saisir. Alors la pire, c'est TikTok, qui récupère jusqu'à vos mots de passe. Ça apparemment, je sais pas pourquoi j'ai mis un point d'intégration, parce que ça a été confirmé par les journalistes, qui récupère jusqu'à vos mots de passe, mais par contre, rassurez-vous, ils n'utilisent pas la fonctionnalité. Donc soyez sereins. Donc en fait, en gros, massivement, ils récupèrent toutes les données, font un tracking, sur tout ce que vous allez visiter, enfin c'est une catastrophe. Ça, c'est un bon sujet troll aussi. Alors ce qui est bien, c'est que comme c'est en visio, vous n'allez pas pouvoir m'insulter et réagir, ou trop réagir. Hem
Alors c'est une étude, je ne sais plus d'où elle vient encore, qui concerne les RSSI des grands comptes et en gros, oui, les RSSI ont des gros salaires, mais par contre, ils ont beaucoup de pression. Heu, bon, oui, alors une petite blague de Nicolas, c'est oui, le gros stress, c'est surtout de ne pas dépasser les 23 kilos de bagages avec les goodies en revenant des assises. Mais bon, les salaires des RSSI, sont assez importants. Alors ça parlait des États-Unis, de l'Angleterre et de l'Allemagne. Là, vous avez les salaires moyens, ils sont, magnifiques. J'aimerais bien avoir ces salaires-là. Donc ça parle essentiellement des grands comptes, donc c'est, CAC 40 pour la France, Fortune 500, des choses comme ça. Ça reste de très, très grosses entreprises, mais les salaires sont plutôt pas mal. C'est tout compris par contre, hein. C'est-à-dire que c'est salaire plus prime plus tout. Hem, Autre chose intéressante, c'est que ça m'a surpris, les personnes étaient en poste depuis pas si longtemps que ça, sur quelques années. Il y a peu de personnes qui étaient RSSI depuis 10 ans. Enfin bon, je vous laisse lire l'étude, c'est assez simple à se lire, ça se balaye très rapidement parce qu'il y a des graphiques et des grands tableaux. Voilà. Ça, j'ai adoré. La plupart des rapports concernant les attaques que vous pouvez consulter viennent essentiellement d'Europe ou des États-Unis et surtout des États-Unis. Et là, c'est la première fois que je vois ça venant de l'autre côté de la planète, c'est-à-dire de Chine. Donc ça a été publié par Kyo 360, qui est une entreprise de cybersécurité, chinoise. Et donc ils ont fait une cartographie des APT, enfin des attaques avancées selon eux. Et donc là, ça fait plaisir parce qu'en fait, ils nomment, clairement des groupes, américains. Donc vous avez la CIA, la NSA, hem et alors vous là, c'est juste, un graphe sorti, mais vous avez aussi un site avec une petite carte qui représente alors leurs attributions. Alors en gros, faut prendre avec des pincettes, hein, parce que c'est pas anodin. Encore une fois, c'est des attributions qui sont comme politiques, mais bon, c'est toujours intéressant, à lire. Donc vu de leur côté, les attributions, à des attaquants étrangers. Alors par contre, je suis un peu dégoûté, il y a pas la France. Soit on est vraiment très, très, très fort et très, très discret, soit, on n'intervient pas si souvent que ça, ou en tout cas pas en Chine, on n'a pas été détecté. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez des incidents liés, ce qui est assez rare. Donc typiquement, vous avez des incidents, liés à la NSA, donc il y a des universités, des choses comme ça, où ils imputent les compromissions à la NSA, et donc ça, c'est assez intéressant à lire. Et dernier sujet assez trollesque, en tout cas de mon point de vue, enfin en tout cas de notre point de vue d'Européens, je pense, c'est que bon, aux États-Unis, quand vous dites, white pour un truc bien et black pour un truc pas bien, whitelist, blacklist, des choses comme ça, enfin, même pas forcément pas bien, mais en gros, c'est considéré comme être raciste. Et donc, TLP a évolué cet été. Donc ne dites plus TLP white, mais TLP clear. Par contre, ça garde la couleur blanc, hein, mais, enfin blanche, mais, voilà. Donc maintenant, il faut dire TLP clear, et ils ont rajouté un niveau qui est TLP amber strict, qui est vraiment ultra mal nommé. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, TLP amber, c'est vous avez le droit de diffuser, c'est un peu à ceux qui ont le droit d'en connaître, ça peut sortir de votre organisation, et TLP Amber Strict, ça n'est limité, enfin ça c'est restreint uniquement à votre organisation, votre entreprise. Je trouve que c'est vraiment hyper mal nommé parce que enfin bon, ça a apporté à la confusion, mais et ce qui est rigolo, c'est que le first, file carrément les codes couleurs pour pas que vous vous trompiez. Enfin, il y a plein d'infos sur cette nouvelle, classification. Et c'était le dernier slide. J'ai essayé de faire vite et de balayer tous les sujets. J'en ai omis un certain nombre parce que de toute façon l'actualité était très, très riche. Si vous avez des questions, souhaitez discuter de sujets en particulier, n'hésitez pas, c'est le moment. Et la prochaine réunion, ce sera le 11 octobre, si je ne me trompe pas. Par contre, comme ce sont les assises, je ne suis pas sûr de pouvoir être présent, j'en discuterai avec les autres à ce moment-là.